Là, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure de la crise. La crise est le moment de conscience il faut réagir, il faut changer et il faut travailler différemment. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront et maintenant, place à l'épisode. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Lorenzo. Lorenzo, merci beaucoup. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Bon, évidemment, la première question qui est la question peut-être la plus classique, Lorenzo, que je vais te demander, c'est pour tout notre auditoire qui ne te connaît pas ou qui te connaît peut-être de loin, c'est de te présenter. Oui, dans tous les cas, merci à nouveau de m'avoir invité aujourd'hui. Je m'appelle Lorenzo Palacio, je suis CXO, Chief Experience Officer dans le groupe RATP, plus précisément dans une filiale privée de la RATP qui s'appelle RATP Smart Systems et qui est aujourd'hui, entre guillemets, la filiale la plus digitale du groupe RATP. À l'intérieur de cette filiale, en fait, moi je m'en charge des applications B2C de la RATP, donc qui sont Bonjour RATP et Mappy. Mappy qui a été racheté par le groupe RATP il y a 2 ans. Dans le quotidien, moi je suis en charge de l'équipe du UX designer et de user researcher qui travaillent sur ces applications-là. Comment tu t'es retrouvé à la RATP? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est le fruit d'un heureux hasard? Déjà, mon histoire avec la RATP date depuis très très longtemps. Moi, je suis ingénieur télécom de formation. J'ai commencé mes études à Madrid parce que je suis d'origine espagnole et je les ai finies justement ici à Paris, avec l'intention justement de me concentrer sur tous les aspects design, parce que tout au long de mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte que je ne m'intéressais pas autant à comment on construit la technologie, mais plutôt comment on peut s'en servir. Et après, moi aujourd'hui, j'ai 13 ans d'expérience professionnelle, purement dans l'expérience utilisateur. Je suis le pire ingénieur que tu peux rencontrer. Et j'ai commencé ma carrière dans différentes agences de design, des plus petites aux plus grandes. Déjà, la première, c'était l'agence Atoma, qui aujourd'hui s'appelle Assist Digital. Et en fait, là-bas, c'est la première fois que j'ai travaillé pour la RATP parce que en fait, j'avais collaboré sur un projet de signalétique dans la salle d'échange des Halles. La salle d'échange des Halles qui est une des plus grandes salles d'échange du monde. Ensuite, j'ai rejoint l'agence Accence, qui était toute une référence dans l'expérience utilisateur à l'époque, et c'est toujours le cas. Neuron Paris, qui ensuite est devenu Razorfish. Et après, j'ai eu ma toute première expérience directement chez ce qu'on peut appeler chez l'annonceur, chez le client. C'était chez EDF et là j'ai travaillé 1 an là-bas pour ensuite finalement rejoindre à nouveau le monde de l'agence. Cette fois-ci carrément dans une approche vraiment produit. Donc à l'époque je travaillais pour Digitask et en gros je drivais l'équipe design qui était sur une grosse mission à l'époque pour l'agence qui était pour Intermarché. Donc à l'époque on s'en chargeait de toute la chaîne e-commerce d'Intermarché. Donc déjà là c'était ma première approche avec vraiment une organisation produit, une culture produit, des processus qui sont adaptés. Et enfin, après, je me suis retrouvé à devenir le Head of UX de l'agence et donc du coup, bien évidemment, j'étais beaucoup plus focalisé sur attirer des nouveaux clients et parmi ces nouveaux clients, en fait, il y a eu la RATP.
Donc on a commencé à travailler pour la RATP et bon, finalement on dirait que à l'époque j'avais fait un bon boulot parce qu'ils ont cherché à m'en débaucher et me voilà aujourd'hui à la RATP. Et d'ailleurs, entre-temps, justement pour dire que mon histoire avec la RATP elle est aussi assez longue, entre-temps, de temps en temps j'ai donné des cours dans différentes écoles et parfois les projets que je demandais à mes élèves, il y avait souvent le fait de réimaginer l'application de la RATP. Pas celle qui existe aujourd'hui, celle qui existait avant et qui avait vraiment besoin d'amélioration. Et donc du coup, en fait, ce que je ne savais pas du tout à l'époque, c'est que quelques années plus tard, c'était moi qui allais s'en charger de ces applications. Du coup, tu as eu un parcours externe-interne avec beaucoup d'agences, donc j'imagine que tu as vu traverser beaucoup de clients. Oui. Tu le disais, ETF, Intermarché, des secteurs différents, maintenant RATP. C'est quoi la place de l'expérience utilisateur au global, peut-être, dans le numérique et dans le domaine du produit? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est que l'UX design? C'est vrai que déjà par rapport à mon expérience, je me suis retrouvé à travailler toujours pour des gros clients. C'est-à-dire pour des grosses entreprises qui ont des avantages et des inconvénients. Bien évidemment, parmi les inconvénients, on va penser très rapidement à la lourdeur des processus, à la quantité des gens et compagnie. Mais je pense que le gros avantage de travailler pour un grand groupe, un grand compte, c'est que c'est ces entreprises-là qui vont avoir un gros impact sur la société. Et moi, justement, ça fait partie un tout petit peu de ce qui m'a poussé à travailler dans l'expérience utilisateur, c'est que je voulais avoir un impact positif sur les gens. N'importe quelle entreprise peut avoir un impact positif sur ses utilisateurs, ça c'est sûr. Mais voilà, moi je voyais grand et donc du coup je voulais avoir un impact beaucoup plus important. Après, par rapport à la place de l'expérience utilisateur au sein de ces grosses entreprises, moi j'ai toujours pensé que c'est une affaire de tous. C'est-à-dire, la plupart de ma carrière, je me suis défini comme UX designer, très probablement parce que c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Mais aujourd'hui, moi j'arrive à la conclusion qu'effectivement l'expérience utilisateur c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Moi je vais prendre le cas de la RATP aujourd'hui. On peut avoir la meilleure application du monde, que bien évidemment si les utilisateurs après ils vont se retrouver avec des problèmes en station, en fait leur expérience globale avec la RATP n'est pas bonne. D'expérience, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a toujours un moment clé ou plusieurs moments clés dans l'histoire d'une entreprise pour se sensibiliser à ça, c'est quand les choses se passent mal, quand se passe vraiment vraiment mal, ou quand il y a généralement quand il y a un grand acteur qui rentre dans le même marché et qui menace fortement justement c'est le domaine, le marché de l'entreprise. Et justement, tu disais que tu avais un background d'ingénieur, même si tu m'as expliqué que tu étais le pire ingénieur de la Terre, j'imagine que ça t'aide quand même à interagir. Il faut penser que mon diplôme d'ingénieur date d'il y a 14 ans. Je pense que le fait d'être ingénieur, ou d'avoir fait des études d'ingénieur, m'a fourni en fait un mindset très différent d'autres designers éventuellement qui ont eu différents parcours. Voilà, moi je trouve qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes et je m'applique exactement la même chose en tant que designer et voilà, on va trouver la meilleure solution aux problèmes vu les contraintes qu'on peut avoir, technologiques, de temps, utilisateur bien évidemment, etc. C'est quoi aujourd'hui la place du design, de l'expérience dans le domaine du produit? Toi, où est-ce que tu la placerais dans l'idéal? Où est-ce qu'elle est en réalité? Nous, on a beaucoup de travail de conviction auprès de nos clients sur cet aspect-là, qui voient encore le design comme quelque chose d'artistique, comme un florilège, comme la cerise sur le gâteau en général. Et on leur dit, être user-centric, c'est pas la cerise sur le gâteau, ça doit être le cœur du réacteur. Donc voilà, comment avec peut-être les équipes produits, les responsables produits, le responsable tech, comment tu navigues là-dedans? Déjà, la place du design au sein des entreprises, moi je suis énormément de la collaboration. C'est important de
de créer des équipes et de créer carrément une vraie culture design au sein de l'entreprise aussi, parce que je pense que les designers, comme n'importe quel autre métier, en fait, product manager, développeur et compagnie, doivent se retrouver entre pairs pour se motiver, pour se challenger et compagnie. Mais de l'autre côté, en fait, il faut pas non plus que ça devienne un silo, que ça devienne une espèce de secte. Et donc du coup, en fait, je pousse énormément pour la collaboration. Et d'ailleurs, quelque chose que je trouve qu'encore aujourd'hui, ça arrive énormément, c'est je pousse pour la collaboration carrément avec tous les différents acteurs. Bien évidemment, il ne faut pas chercher à se retrouver à être 1000 autour de la table, mais j'ai toujours trouvé très réducteur des collaborations qui peuvent arriver très facilement du style product manager, product designer, et ce product designer n'interagit jamais avec les développeurs ou avec les data analysts ou avec la QA ou avec… Donc clairement en fait, je cherche à que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on profite finalement des expertises des uns et des autres. Et justement, est-ce que c'est un challenge aujourd'hui? Et si oui, comment tu fais pour le résorber avec les stakeholders? Parce que là, on parle beaucoup de l'équipe produit, mais j'imagine que vous avez beaucoup de stakeholders. Comment tu les sensibilises sur le métier, sur vos approches, sur l'intérêt de l'approche? Est-ce que c'est compliqué? À quel point? Est-ce que vous faites du travail en chambre et tu dis je les embarque à un moment T, ou est-ce que tu les embarques dès le début? C'est quoi ta pratique là-dessus? Moi aujourd'hui, clairement ce que j'ai senti qui est la meilleure manière d'introduire non seulement le design mais finalement toute l'approche produit, c'est de se concentrer à pouvoir arriver avec des preuves. Typiquement, on va parler plutôt de recherche utilisateur pour justement prouver ce qui se passe auprès des utilisateurs. Mais même, j'irai plus loin, en fait, il faut quand même aussi arriver avec beaucoup de chiffres. Les chiffres, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans les grands groupes parce que voilà, on est habitué à ces chiffres-là. Tu vas pas forcément profiter de ce temps de confiance, enfin, de dire… oui, je te fais confiance par rapport à ce que tu fais et c'est parti. Non, en fait, très rapidement, il va falloir arriver avec des résultats. Et voilà, typiquement, tout ce qui va toucher à la recherche utilisateur quantitatif, donc beaucoup de tout ce qui va toucher, voilà, tout ce qui va être questionnaire et autres, tout ce qui est la data. Voilà, il faut quand même arriver avec des arguments qui se prêtent pas au débat. C'est une leçon que moi j'ai appris avec le temps parce que pendant très très longtemps et notamment quand j'étais dans le monde du conseil, l'agence, la prestation, on misait beaucoup sur l'évangélisation. Moi je trouve qu'à un moment donné on s'épuise à faire de l'évangélisation. Il faut quand même qu'on ne perd pas de vue le fait de concentrer nos efforts et nos compétences sur nos métiers et finalement sur nos produits, nos utilisateurs. Non, mais j'aime bien ton approche pragmatique et à impact, résultat à impact. Je pense que quand on bosse pour des grands comptes, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on touche des millions de personnes et je pense que c'est peut-être ce qui vous anime au quotidien justement. Mais comment tu mesures justement ça? Comment à un moment tu te dis, est-ce que tu arrives à le faire? Ok, on a apporté ça, ça a amélioré tel élément dans l'expérience utilisateur, ça a augmenté la satisfaction client. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trouver les bons indicateurs. Il va falloir trouver les bons indicateurs et il va falloir trouver les moyens pour bien les mesurer. Et par exemple, toute la partie data, très souvent est très négligée. Et donc du coup, c'est vraiment dommage parce que c'est là où on pourrait avoir exactement là on pourrait avoir énormément d'arguments pour changer complètement la direction qu'on prenne. Moi, typiquement au sein de la RATP, j'ai eu la chance au tout début d'avoir des indicateurs qui étaient déjà là. Pour la petite histoire, en fait, moi je suis arrivé à la RATP en janvier 2020. Et 6 mois avant, à peu près, à la RATP, on avait lancé la nouvelle version de l'application RATP. Avant cette grosse refonte de l'appli, l'application de la RATP profitait quand même d'un trafic très conséquent et des notes sur les stores qui étaient très, très acceptables pour
une application qui représente à la fois l'opérateur de transport. Voilà, à l'époque, on profitait quand même des notes de 4,2, 4,3, ce qui est assez acceptable. Et ensuite, on a lancé cette refonte et voilà, comme j'aurais tendance à dire que la plupart des refontes, ça s'est mal passé. Dans le milieu de transport, je pense que tout le monde pourrait penser à des cas similaires très récents. Et donc du coup, voilà, en fait, à ce moment-là, dans le laps de juste quelques mois, l'appli de la RATP s'est retrouvée à avoir un 1,6, 1,8 sur les stores et notre trafic a complètement chuté. Donc là, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure de la crise. La crise est le moment de conscience de il faut réagir, il faut changer et il faut travailler différemment. Il y a eu toute une dynamique de mettre en place une vraie approche produit avec des développeurs qui sont dédiés, qui sont pas à l'autre bout de la planète, des product managers, des product designers, voilà, vraiment la totale. Il y a un premier challenge qu'il a fallu affronter à ce moment-là, c'était de défendre l'idée qu'il fallait pas faire une nouvelle refonte. Parce que voilà, en fait, c'était la logique qui avait à cette époque-là l'entreprise. C'était genre, ça n'a pas marché, et on recommence. C'est genre, non. C'est-à-dire, on a déjà énervé nos utilisateurs, donc on va partir de ce qu'on a et on va l'améliorer vraiment petit à petit. Ouais, de manière incrémentale, ouais. Exactement. Et justement, heureusement, à ce moment-là, on avait d'un côté des indicateurs qui sont très simples à voir, comme les notes sur les stores et le trafic tout simplement. Et voilà, et en fait très rapidement, avec juste quelques corrections, déjà on a commencé à corriger le tir. Après, quand on va plus loin, quand on veut vraiment faire de l'excellence, et je trouve que justement le product design, enfin le design en général, c'est vraiment une approche de qualité, c'est-à-dire on cherche à être le plus qualitatif possible. Là, il faut être beaucoup plus fin et c'est là où la data elle est très 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 important. Le monde de la data souffre un tout petit peu comme la recherche utilisateur dans le monde du design. C'est si on a le temps, on le fait. Voilà. Alors mais ça devrait être le must-have. Ouais. Exactement. À quel point tu t'imposes de respecter des standards ou un état de l'art, peut-être que tu as toi-même construit en termes de framework, de boîte à outils, versus une approche très pragmatique, parce que j'imagine qu'on ne peut pas non plus rester by the book, surtout pas dans un grand compte. Comme tu le disais, il n'y a pas forcément la connaissance, il n'y a pas forcément l'organisation pour opérer de cette manière-là. Comment tu trouves le sweet spot en fait, entre théorie et réalité? J'aurais tendance à dire que le design thinking, c'est juste des grosses directives, des grosses étapes. Déjà, on pourrait... je ne sais pas si tu as fait des recherches sur la méthode scientifique, mais quand on regarde la méthode scientifique et le design thinking, en fait, elles ne sont pas si loin que ça. Donc, en gros, voilà, c'est juste des directives et j'aime pas du tout suivre une méthode déjà tout fait parce que chaque projet entre guillemets est différent, chaque problématique est différent, les personnes avec qui tu collabores sont différents et donc du coup il faut adapter en permanence cette méthodologie. En plus de ça, bien évidemment, il y a tout le côté expérience, c'est-à-dire l'expérience nous fait dire ok, il y a certaines choses sur lesquelles on peut peut-être les raccourcir, les sauter. C'est toujours une question de gestion de risque, genre quel risque tu es prêt à prendre en fonction des raccourcis que tu prends. La question qui tue, c'est toujours la place de l'utilisateur, qu'il soit utilisateur final, agent. Quel est l'équilibre, pareil, que tu te donnes ou ta vision à toi avec ton expérience entre intuition, parce que souvent tu as l'intuition du métier, mais en même temps tu peux avoir des biais, et l'approche pragmatique et empirique par l'utilisateur. Oui. Je pense que c'est dans le monde du design qu'on a défendu de plus,
plus cette idée de nous, on n'est pas les utilisateurs. Après, ça reste quand même dangereux, enfin difficile, quand on travaille sur des applications B2C et qui s'adressent justement à des particuliers. J'ai toujours trouvé que c'est infiniment, j'exagère, j'espère qu'il n'y a pas des pairs qui vont me détester si je dis ça, mais quand on travaille sur des domaines qui ne touchent absolument pas, typiquement des applications métiers, là forcément tu es obligé et tu es obligé de faire de la recherche utilisateur parce que tu connais absolument rien à ce monde. Donc dans ce type de cas, je trouve qu'on applique les meilleures démarches, la meilleure méthode, et donc du coup les résultats sont toujours au rendez-vous, aussi parce que très souvent les applications métiers sont extrêmement abandonné, ce qui est dommage. Donc c'est très facile de faire un avant-après assez, assez impressionnant. Mais sinon, par rapport au biais et l'intuition, et là je parle vraiment juste de design et pas de design d'expérience utilisateur. À la limite, on peut parler de product design, mais il faut vraiment se concentrer à se dire, ok, en fait, là, il y a deux parties deux parties prenantes qu'il faut concilier. D'un côté, bien évidemment, ce sont les utilisateurs, ce sont nos clients, c'est eux qui nous font vivre. Ouais. Mais bien évidemment, il faut aussi faire vivre l'entreprise. Donc, il faut trouver le juste milieu pour que ces deux parties se retrouvent et trouvent leur compte, en fait. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, il y a des structures, des entreprises qui peuvent se permettre ça, mais juste parce qu'ils ont eu éventuellement des gros investissements, des levées de fonds. Mais c'est justement à ces moments-là qu'il faut vraiment se concentrer à trouver cet équilibre parce que ça sera pas pire. Exactement, ça va pas durer éternellement. Du coup, l'intuition, certes, bien évidemment, on est tous biaisés jusqu'à un certain point. Après, j'aurais tendance à dire que dans le design, justement par rapport à notre approche utilisateur, à rencontrer les utilisateurs, à les prendre en compte, peut-être qu'on a tendance à être les moins biaisés parce qu'on pousse justement pour ces activités-là. J'ai envie de dire, peut-être que c'est un peu polémique cette phrase, mais j'ai envie de dire que s'il faut se laisser guider par l'intuition de quelqu'un, que ça soit l'intuition du designer, qui est finalement potentiellement la personne qui est plus près des besoins des utilisateurs. Mais encore une fois, je préfère justement aller vers la source et essayer de rendre le plus objectif possible cette source-là. Ok, et si on prend un petit peu de recul, j'imagine que tu accompagnes pas mal de product designers du coup à la RATP. Est-ce que tu as des guidelines standards? Moi je trouve que c'est un élément qui est difficile. C'est de se concentrer / ne pas outrepasser un domaine. C'est-à-dire que dans le product design, on traverse quand même tout le pan du produit, de la discovery, la vision, la stratégie, le delivery, l'amélioration continue, on en parlait. Comment tu te dis, ok, mes product designers, il faut qu'ils fassent de la discovery et qu'ils ne soient pas seulement focus et happés par le delivery, mais en même temps, est-ce qu'on ne va pas tomber, parce que j'ai vu des sociétés tomber là-dedans, on fait trop de discovery, comme tu le disais, on part dans tous les sens et au bout d'un moment, en fait, on ne délivre plus rien. Voilà, comment tu arrives, c'est quoi ta prise de recul, tes bonnes pratiques peut-être pour arriver à encadrer tout ça, même si j'imagine qu'il n'y a pas forcément une réponse précise? Déjà aujourd'hui, nous, on est dans une organisation qui est assez hybride dans le sens où on est à la fois dans des feature teams, impact teams, mais de l'autre côté, on est aussi dans une organisation qui se rapproche beaucoup à un design studio. Donc on est un petit peu à la frontière des demandes, dans le sens où on veut pas que ça devienne un silo et donc du coup une espèce d'agence interne, disais, mais de l'autre côté, il faut pas non plus que ces designers-là se retrouvent isolés au sein des équipes qui éventuellement risquent de faire uniquement du delivery. Comment on fait pour gérer l'équilibre entre discovery et delivery? Nous, au sein de cette organisation en design studio, on a mis en place tout un système de ticketing, de tâches. Okay. On est
on fonctionne pratiquement comme une équipe en Scrum, où justement on va redonner du pouvoir au product designer pour proposer la méthode la plus adaptée en fonction du temps qu'on a. Et bien évidemment, quand je dis proposer, c'est parce qu'on va la proposer au reste de l'équipe, donc product manager, développeur et compagnie. En fonction de nos contraintes, on va prendre plus ou moins de temps sur ces tâches-là, et parfois éventuellement il y a des tâches qu'on va, comme je disais tout à l'heure, prendre le risque de ne pas faire. C'est-à-dire voilà, en fait on n'a pas le temps, on va passer directement à telle étape. La dernière question pour finir ensemble, c'est quoi ta vision du product design demain? Quelles tendances tu vois émerger? Ça m'intéresse, et peut-être pour le replacer aussi dans ta réalité, dans le domaine, le secteur c'est peut-être un grand mot, mais dans le domaine de la mobilité, justement, qu'est-ce que aussi tu vois émerger sur le plan expérientiel que tu pilotes? Je pense que, enfin, bien évidemment, je ne vais pas surprendre à personne. Je pense qu'en 2024, on va continuer à parler de design system, design token. Justement, avec l'arrivée de design token, j'espère que on va commencer à avoir des applications des mises en place de design system qui vont au-delà du digital. Ça, c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant, parce que justement… Faire le lien entre le physique et le digital, tout à fait. J'imagine que c'est un défi. C'est quelque chose qu'au sein de la RATP, ça nous touche énormément, parce que finalement, notre service se passe dans le monde physique. Je ne vais pas surprendre à personne si je parle de l'intelligence artificielle. Clairement, c'est un sujet qui a été le protagoniste de 2023, et ça va continuer cette année. Je pense qu'on va commencer à voir des vraies bonnes applications de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, je pense que ça a été presque une démonstration de force de la technologie. Voilà. Et là, on commence à voir des manières de utiliser des IA qui s'intègrent bien et d'une manière très fluide et très naturelle pour l'utilisateur. Très récemment, là très bientôt, on va voir l'arrivée d'Apple avec leur Vision Pro, et donc du coup, voyons si toute cette partie de réalité augmentée, réalité virtuelle va prendre de l'ampleur. On verra bien. Pour finir, j'aurais tendance à dire que les product designers, il va falloir qu'on commence à prendre plus de responsabilités sur notre rôle dans les entreprises, et justement prendre en charge finalement cette notion de valeur, et donc du coup non seulement valeur utilisateur, mais aussi valeur business. C'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer au product manager d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, le product designer, il ne doit plus être uniquement concentré sur l'utilisateur. Ça restera extrêmement important, et c'est vraiment, et comme je dis, en fait, c'est pour les utilisateurs qu'on existe. Mais voilà, il faut vraiment qu'on commence à aborder des sujets business et utiliser ça parmi nos arguments. Et c'est là où je pense qu'on va gagner en force au sein de ces organisations-là, parce que effectivement, malheureusement, on est encore trop victime de cette image de voilà, on fait que du beau, et encore une fois, faire du beau, ça reste très très important. Mais voilà, un product designer peut jouer un rôle infiniment plus important que ça. Top. Bon, je garde ça en conclusion. Merci. Je n'ai pas répondu par rapport à la RATP. Ah oui, c'est vrai. Mais, après, tu m'as expliqué le design system, mais si tu as autre chose à me dire sur la mobilité, je suis preneur. Tout ce qui va toucher le digital dans le monde de transport, c'est justement ce qui donne nom à la business unit dans laquelle je suis. On l'appelle MAS. Ça veut dire mobilité à sa service. C'est en gros l'idée de intégrer au sein d'une même application, d'un même service, différents types de mobilité. Donc typiquement pour la RATP, on va dire qu'on est des experts des transports en commun. Donc pour nous, ça implique le fait d'intégrer d'autres mobilités, comme ça va être vélo, trottinette, VTC et compagnie. L'idée, c'est de pousser au report modal pour déjà pour la planète, parce que bien évidemment, il faut essayer de lutter le plus possible avec
avec la pollution, avec l'utilisation de modes de transport qui sont très polluants, comme ça peut être typiquement uniquement la voiture. Mais parfois cette voiture, elle est quand même indispensable parce qu'il n'y a pas d'autre offre. Mais justement, on va pousser à changer à d'autres transports. Et c'est là où le digital a tout un rôle à jouer. Écosystémique, voilà. Ouais. Parce que c'est pas du tout évident et donc du coup, typiquement dans le monde de la mobilité, c'est là où on va. Et tous les acteurs, non seulement la RATP, on va tous dans cette direction. Merci Lorenzo pour ça, pour toute cette conclusion. Merci. C'était chouette de t'avoir et je trouve ça ultra intéressant. Dans le digital, avoir cette approche écosystémique, je conclus en me disant ok, les product designers doivent aller plus loin que l'utilisateur et rentrer dans le business. Les product managers doivent pas oublier l'utilisateur et c'est tout le lien et on pourra en reparler prochainement. On se refera peut-être un autre épisode on parlera du lien entre product designer et product manager. Super intéressant. C'est tout un débat, j'imagine. J'ai beaucoup aimé ton approche de l'organisation et comment vous organisez votre travail au sein de la cellule design de RATP Smart System. Donc merci encore pour ces enseignements assez riches et hyper importants et hyper intéressants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!